Donc sur la partie sémaphore, voilà, j'ai repris le projet, hein, comme je vous ai dit, où j'ai copié-collé ça, ça fonctionne. J'ai juste pas pris en compte le sémaphore pour l'instant. Et on observe sur la partie UART, voilà, la tâche 2 qui s'exécute vraiment tout le temps, avec éventuellement une fois de temps en temps la tâche 3. Je sais pas si je vais réussir à le choper ici. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui se produit. Toc. La tâche 2 qui se produit quasiment tout le temps. Et la tâche 3, j'arrive pas à l'avoir. Je pourrais l'avoir en faisant un trigger vraiment dessus, mais bon, c'est pas trop. C'est pas ça qui m'intéresse. Et si je regarde avec un autre outil d'analyse, on se retrouve avec, au tout démarrage, la tâche 1. La tâche 1 qui va faire un VTask delay 3000. Donc je vais pas la revoir plus tard, je crois pas. Je pourrais réduire peut-être les temps, ouais. Et puis on voit la tâche 2 et la tâche 3 qui alternent quand les deux fonctionnent en même temps. Et sinon que la tâche 2. Et puis une fois de temps en temps, la tâche 3 va se réveiller. Toc. Et une fois de temps en temps, la tâche 1 va se réveiller aussi. Voilà. Ça vous va? Donc ça, c'est le principe de base. Je vais juste réduire les temps pour que ce soit à la limite justement plus lisible sur, et l'analyseur logique et l'outil de trace. Donc ce qu'on veut faire, c'est, en reprenant ça, utiliser un sémaphore entre la tâche 1 et la tâche 2. La tâche 1 va réveiller périodiquement la tâche 2 en libérant un sémaphore. Okay. La tâche 2 n'est pas périodique pour l'instant. Alors sémaphore, comment on fait pour les créer? On a la fonction xSemaphore create binary qui est ici. Cette fonction-là, comment elle travaille? Il suffit de faire ça, d'appeler la fonction, ça vous renvoie un sémaphore handle, et celui-là on va le garder. Autant les task handle qu'on avait quand on a créé les tâches, on ne les a pas gardés parce qu'on ne va pas manipuler les tâches nous explicitement plus tard. Par contre le handle, on veut le manipuler explicitement. Donc on va le garder. Donc je vais faire ça. xSemaphore create binary. Et cette partie-là, je vais mettre ça dans la partie app init. Ce qui veut dire que je crée mes tâches, mais je crée aussi mon sémaphore. Ok. Est-ce que c'est bien de créer son sémaphore ici? Ouais, parce que c'est la partie initialisation. Ok. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une tâche qui soit responsable de la création du sémaphore ou pas. Donc voilà. Par contre, il y a un truc qui ne va pas ici, c'est que mon sémaphore, si je le fais comme ça, alors, toc, il est de ce type-là. Si je le fais comme ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Et d'ailleurs, en fait, on peut le voir dans l'exemple qui est donné ici aussi. Vous avez vu que le sémaphore handle, il est déclaré en dehors d'une tâche. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il faut que le handle, qui permet de manipuler les sémaphores, soit accessible par toutes les tâches. Donc s'il est à l'intérieur d'une tâche, il va être connu que par cette tâche-là et pas par les autres. Donc les autres tâches ne pourront pas manipuler ce sémaphore-là. Or, le but d'un sémaphore, c'est faire la coordination, la synchronisation entre tâches. Donc effectivement, le sémaphore handle, je vais le mettre en global plutôt qu'ici. Et ce sémaphore handle, je vous suggère aussi de mettre des noms explicites. Donc moi, je vais appeler sémaphore task 1, task 2. Ok. Donc ça, voilà, je vais le déclarer, mais je vais le déclarer en global. C'est-à-dire que je vais le mettre, je sais pas moi ici. Pas dans la pile. Pas dans le app init. Faut que le sémaphore, faut que le handle du sémaphore soit global. Ok. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser partout. On est ok? Je compile. Normalement, tout se passe bien et tout se passe mal. Pourquoi? On va regarder le message d'erreur. Déclaration implicite de xSemaphore binary et il ne connaît pas le type sémaphore handle t. Pourquoi? Eh ben, parce que j'ai mal lu la doc. Dans la doc, c'est marqué quelque part qu'il faut inclure sémaphore.h. Bon. Autant je vous dis que la doc FreeRTOS elle est bien. Là, c'est pas l'information la plus explicite. Mais il faut l'inclure. Donc je vais copier le sémaphore.h. Enfin, je vais inclure le sémaphore.h. Toc. On compile. Et là, c'est tout bon. Ok, donc maintenant mon type sémaphore handle, il est connu. Ma fonction sémaphore create, elle est connue. Maintenant, je vais pouvoir manipuler sémaphore. En regardant le sujet de TP, j'ai deux choses à faire. Ma tâche 1 doit donner un sémaphore et ma tâche 2 doit prendre un sémaphore. Donc pour ça, j'ai deux fonctions. J'ai xSemaphore, je vais y arriver, xSemaphore give, qui va être là.
et X sémaphore take que je vais voir juste après. X sémaphore give a besoin de sémaphore.h. C'est bon, ça c'est inclus. Comment ça fonctionne? Je give le sémaphore en question. Donc je vais faire ça. X sémaphore give et je passe le handle du sémaphore qui m'intéresse. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ma tâche 1, là où il y a le to-do, give sémaphore, il faut que je donne le sémaphore. Quel sémaphore? Celui que j'ai déclaré juste avant. Celui-là. Ok. Je peux éventuellement regarder le code d'erreur, ce que ça me donne. Parce que là, on voit qu'on le teste. Ça envoie vrai si j'ai réussi à donner le sémaphore. Ça envoie faux si j'ai pas réussi à donner le sémaphore. Donc en gros, il me dit, j'ai pas d'erreur. Enfin, je vais normalement avoir true. J'ai false si, en gros, il n'y a pas de... pas suffisamment d'espace. Ok, donc en gros, c'est-à-dire que le sémaphore, je l'ai déjà donné, mais quelqu'un ne l'a pas repris entre-temps. Ok. Voilà. Moi, en l'occurrence, j'ai pas spécialement envie de tester ça, mais sachez que on peut, et peut-être même on devrait le tester quand même. Ok. Et pour la partie prise du sémaphore, donc ça, c'est la partie prise par la tâche numéro 2, qui va prendre le sémaphore ici. Donc la fonction, elle s'appelle xSémaphoreTake, et elle prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le handle du sémaphore à prendre. Donc ça, je vais pouvoir l'utiliser. Ok, donc x sémaphore take, et le premier paramètre, c'est le handle du sémaphore en question. Ok. Et le deuxième paramètre, c'est le temps en tick à attendre pour que le sémaphore soit disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, par exemple, ici, je prends un sémaphore, et au bout de 10 ticks, je serai débloqué quoi qu'il arrive, même si le sémaphore n'est pas disponible. Ok. On va regarder ça un petit peu plus tard. Quoi, c'est pour éviter de tourner en boucle? Ouais, on va voir ça. Tu vois, par exemple, là, je vais mettre un tick de, allez, 100. On va voir ce que ça fait. Non, pour l'instant, je vais faire 1000. Ça va être le plus simple. C'est le plus logique. Je vais faire 1000. Ok. Le sémaphore take, déclaration implicite de la fonction. Ah oui, c'est parce que je l'ai mal écrite. Sémaphore. Ok. Donc là, ça tourne. On va voir ce que ça fait. Ça tourne pas. On recommence. Ok, là c'est prêt pour partir. Je clear la console et on regarde ce qui se passe. Donc là, ça tourne avec ma tâche 2 qui fonctionne pas aussi régulièrement qu'avant. Ok. Je peux le voir éventuellement avec l'analyseur logique, où là je refais une acquisition. Alors je vais devoir faire une acquisition plus longue, je pense. Je vais devoir faire une acquisition encore un peu plus longue. Et là, on voit la tâche 1 qui s'exécute à peu près toutes les 300 millisecondes. Ce qui n'est pas déconnant parce que j'ai fait un vtask delay until 300. Dans ma tâche 1. Donc ma tâche 1, elle se libère toutes les 300 millisecondes. Et ma tâche 2, sa période, c'est quoi? C'est aussi toutes les 300 millisecondes. Faut pas prendre en compte le temps de travail. Enfin, faut prendre en compte le temps de travail qui est ici aussi. Okay. Et donc, en fait, dès que ma tâche 1 a travaillé, a libéré le sémaphore, pendant ce temps-là, elle a libéré le sémaphore, et bien la tâche 2, elle va pouvoir récupérer ce sémaphore-là et travailler. Mais sinon, elle ne travaille pas. Ok, la période de la tâche 2 devient égale à la période de la tâche 1. On est d'accord? Alors que j'ai pas de vtask delay ou vtask delay until dans ma tâche 2. Et c'est parce qu'elle a récupéré le sémaphore. C'est parce que la tâche 2 a récupéré le sémaphore. Ouais. Et du coup, on n'a pas besoin de mettre de délai pour ça? Non, parce que la tâche 2, elle attend justement que le sémaphore arrive. La tâche 2, tu lui as dit, tu prends le sémaphore. Tant que tu l'as pas, tu passes. D'ailleurs, tant que tu l'as pas, quel état prend la tâche? Non, pas ready. Bloqué.
elle est bloquée. Ok. On a vu qu'il y avait une manière de bloquer, le V-Task Delay, mais là, il y a d'autres manières de bloquer. C'est les outils de l'OS. Du coup, un sémaphore, c'est comme un événement pour le débloquer. Exactement, ouais. Moi j'avais une question, après ça va peut-être spoil ce qui se passe après, mais en fait si notre X sémaphore take il est inférieur au V-Task Delay Until, Ok, donc là par exemple, si au lieu de mettre 1000, je mets 100, voilà. ce qui est inférieur aux 300 de ma tâche qui alimente. Ouais, En fait, moi j'avais une question, en fait le sémaphore take, en fait l'outil sémaphore, c'est pas un once use, enfin on l'utilise pas qu'une fois. En fait, on le give une fois et ensuite il est dans l'état give. En fait, on il peut est le disponible, prendre autant que... n'importe qui peut le prendre, voilà. Et donc, par exemple, la tâche 2, elle le prend une fois. Ouais. Si elle voit qu'il est relibre, elle reprend. Enfin, si elle attend 100 ticks, elle reprend. Eh ben, on en reparle juste après, justement. J'essaie juste de faire un truc, on va voir si ça fonctionne. Je me remets en debug ici, toc. Parce que du coup, on peut avoir un conflit. Ouais, alors effectivement, là, ça Si va, est- on n'a si pas est trop de inférieur, conflits. on peut avoir un conflit. On n'a pas trop de conflits parce qu'on n'a qu'une seule... Attends. Hop, on va voir si j'arrive à voir les choses là-dessus. Ok. Donc là, j'ai ma tâche 1 qui travaille. Ok, donc j'ai le startup en bleu. En rouge, j'ai ma tâche 1. Ma tâche 1, elle travaille. Ok. Elle fait un sémaphore give ici. Vous avez l'adresse du sémaphore qui est donnée. Je sais pas si vous le voyez à l'écran. Ouais. Mais en gros, il y a l'adresse du sémaphore qui est là. Je me dis quoi. Ouais, je sais pas si vous le lisez, mais voilà. Ma tâche 2, qu'est-ce qu'elle fait? Ma tâche 2, elle est en vert. Elle fait un sémaphore take. Ok. Et sémaphore take, il est satisfait parce que mon sémaphore a été donné juste avant, donc il est disponible. Et ma tâche 2, elle peut s'exécuter. Ok. Elle s'exécute en parallèle de la tâche 3 parce que c'est la même priorité. Et voilà. Ok. Un peu plus tard. Est-ce que je vais arriver à le voir? Ouais, ma tâche 1, elle se réveille. Ma tâche 1, elle se réveille à cause du V-Task Delay Until. Ok. Donc elle est ready. L'OS, donc elle est réveillée à la période 600. D'ailleurs, elle doit être réveillée plus tôt, mais c'est pas grave. Donc là, elle travaille. Elle fait sémaphore give. Regardez ce qui se passe juste après sémaphore give. Je sais pas si vous voyez le statut qui apparaît. Tâche 2, ready. Donc la tâche 2 devient prête. Par contre, elle ne s'exécute pas, parce que la tâche 1 est prioritaire. La tâche 1, elle travaille, elle fait son V-Task Delay Until. Je sais pas si vous voyez juste en face du ready tâche 2 là. Ouais. Elle passe en ready, en assuré. Et là, du coup, elle peut travailler. Regardez, c'est vert. Donc, elle peut continuer à bosser. Ok. Et en fait, si on regarde, j'imagine qu'un petit peu plus haut, j'aurais dû avoir une autre zone. Voilà, ici aussi, où la tâche 1, elle a libéré le sémaphore. La tâche 2 l'a prise, et c'est parti. Ok. Ça va sur le principe? Maintenant, je fais le petit truc dont on a évoqué. C'est ici, au lieu de mettre 1000, je mets 100. C'est-à-dire que je mets un timeout de 100 à mon take. Qu'est-ce que ça veut dire ce timeout là? Eh ben, je redébug. Je refais un run, c'est parti. Et qu'est-ce que je vois sur ma console? Ma tâche 2, elle fonctionne à une certaine fréquence, ok. Si je retourne ici, sur l'analyseur logique, est-ce qu'elle s'active plus fréquemment ou moins fréquemment ou pareil? Eh ben avant, on avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, que la tâche 2 était périodique, synchronisée avec la tâche 1. Là, c'est plus le cas. Et du coup, Elle s'exécute plus fréquemment. Du coup, si elle s'exécute plus fréquemment, mais comme il n'y a que la task 2 qui s'exécute avec la task 1, il Alors- peut avoir un... on peut pas avoir une surcharge, moi je sais pas. Alors, c'est pas une surcharge, on va voir ce qui se passe. Moi, je demande à prendre le sémaphore avec la tâche 2. Mais 100 millisecondes plus tard, 100 ticks plus tard, j'ai pas satisfaction. Donc ma tâche 2 elle s'exécute quand même. Ok. Je vais voir si ça se traduit différemment sur la partie analyseur de traces. Est-ce que ça change? Donc là, démarrage, ma tâche 1 elle travaille, elle donne le sémaphore. Donc la tâche 2, elle peut prendre le sémaphore, elle est disponible. Ok. Et qu'est-ce qui se passe 100 ticks plus tard?
Ma tâche 2, elle travaille. Est-ce que vous voyez ce qui est marqué là? Non. Alors c'est marqué sémaphore take. Donc je prends le sémaphore. C'est marqué timeout after, en gros, 100 millisecondes. Ça veut dire qu'en fait, là c'est en orange, ça par contre vous le voyez. C'est pas en vert comme tout à l'heure. Ça veut dire qu'en fait la ressource elle n'est pas disponible. Et donc ma tâche elle se débloque quand même, mais tout en sachant que c'est pas à cause du sémaphore, c'est à cause du timeout. Ok. Du coup, c'est un fonctionnement qui est voulu Mm. par rapport au sémaphore qu'on veut. Oui et non. Il est voulu parce que c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit sans tic. Ok. Le plus simple, c'est quand je revienne sur le code de la fonction. Je fais le take. Ticks to wait, voilà. En gros, ouais. C'est le temps à attendre avant que le sémaphore soit disponible. C'est-à-dire qu'au bout de 100 ticks, le sémaphore n'est pas disponible parce que je sais que je donne tous les 300 ticks. Donc au bout de 100 ticks, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais quitter la fonction. Parce que ticks to wait, il a expiré, le timeout a expiré, j'ai attendu les 100 ticks. Par contre, j'ai envoyé PD false. Ça veut dire, en gros, quand je fais un take, ici, si je prends cet exemple-là, j'ai deux cas de figure. C'est vrai. Enfin, pardon, je rentre dans le take, déjà ma tâche elle passe en bloqué s'il n'est pas disponible. Et à partir de là, j'ai deux cas de figure. Soit le sémaphore il devient disponible, je quitte avec la valeur vraie, donc je sais que c'est disponible. D'ailleurs, ça normalement, pareil sur l'analyseur ici, je devrais retrouver le cas une fois ici. Voilà. Ma tâche 1, elle a travaillé, elle a rendu le sémaphore, et là du coup il est disponible, ma tâche 2 elle peut travailler. Donc dans l'occurrence là, mon sémaphore take a envoyé la valeur vraie. Ok, c'est pour ça que vous le voyez en vert ici. Par contre, dans les autres cas, dans les cas où, dans les cas où le timeout a expiré, je reçois la valeur false. Ça veut dire, en fait, je peux l'expliquer autrement. Considérez que le vtask delay, le sémaphore take, il y a une concurrence entre deux événements. L'événement de sémaphore libéré et l'événement de timeout qui s'expire. C'est un petit peu comme une fusion avec juste j'attends que le sémaphore soit disponible et en même temps je fais un vtask delay. Ok. Si la ressource, enfin c'est la première ressource disponible qui gagne en fait. Si le timeout il a expiré en premier, je me débloque de la fonction en envoyant false, c'est-à-dire j'ai pas obtenu satisfaction parce que j'ai pas eu le sémaphore. Si c'est le sémaphore qui arrive en premier, je quitte ma fonction en envoyant true. Et là ça veut dire que j'ai obtenu satisfaction parce que j'ai obtenu le sémaphore. Ouais. Et nous, on a ce truc, du coup, la tâche 2 qui est apériodique, parce qu'en fait, on n'a pas été assez précis, entre guillemets, où on dit, si c'est false, tu sors de la tâche 2. C'est pas une question de précision, c'est plutôt une question de sécurité. Le timeout, on va s'en servir comme sécurité. En gros, tu sais que tu veux que ta tâche 2, elle attende le résultat de la tâche 1. Voilà. Sauf que la tâche 1, t'es bloqué dedans, pour une raison inconnue. Ta tâche 2, elle peut vouloir s'exécuter quand même en l'absence de résultat, elle prend l'ancien résultat, ou alors elle envoie un message d'erreur en disant ce capteur-là a crash, parce que j'ai pas de réponse du timer, enfin du capteur. Et c'est comme ça qu'on va réussir à travailler en fait. C'est plus un outil de sécurisation qu'un outil vraiment utilisé en tant que tel, je veux faire du délai quoi. Voilà. Le vrai outil c'est le sémaphore, et au cas où la fonction qui fournit le sémaphore, la tâche pardon, qui fournit le sémaphore est bloquée, dans ce cas-là, autant passer avec une sécurité qui dit on se débloque quand même. Ça vous va? Alors deux cas de figure. Soit je fais un timeout 0. Est-ce que vous sentez ce qui va se passer si je fais un timeout 0? En fait, je demande juste si le sémaphore il est dispo. S'il n'est pas dispo, je quitte direct en renvoyant faux. Mais s'il est dispo, je le prends direct. Okay. Sinon, j'ai une autre valeur que je peux mettre, qui est la valeur qui est donnée ici, port max delay. Port max delay qui veut dire, vous le sentez, délai maximum, c'est-à-dire j'attends à l'infini. Ok. Et en fait, vous allez vite comprendre si je fais un contrôle-clic sur cette macro-là. Vous avez vu sa valeur? Maximum. Voilà, tous les bits sont à 1. Donc c'est la valeur maximale de mon compteur. Ok. C'est la manière de dire j'attends à l'infini. Et c'est voulu le UL? UL se dire unsigned long. C'est une notation que tu peux rajouter là. Ouais. Du coup, attendre à l'infini, c'est pas. Ça enlève tout l'intérêt d'avoir cette fonction. Alors ça enlève l'intérêt du timeout.
Mais en fait, ça évite d'avoir une fonction semaphore take et semaphore take with timeout. Tu vois? Ce qui fait que si la fonctionnalité timeout t'intéresse parce que c'est un truc critique et t'as pas envie de bloquer, et ben tu vas utiliser timeout. Si c'est un truc non critique, où tu sais que ça va arriver une fois tous les 4 ans, et ben tu mets un timeout infini et puis voilà. C'est ok sur le principe? Alors si je résume, bon déjà on va inclure les librairies qui nous intéressent. Le sémaphore à proprement parler, je vais le créer dans Appinit. Par contre le handle qui va me permettre de manipuler le sémaphore, je vais le mettre en global pour qu'il soit accessible par toutes les tâches. Ok. Après je fais un give en précisant le handle du sémaphore qui m'intéresse. C'est pour ça que je vous encourage à mettre des noms explicites aussi sur les handles. Voilà. Et quand je fais un take, eh ben, je précise toujours le même sémaphore et éventuellement le délai qui m'intéresse. Le timeout, pardon, qui m'intéresse. C'est tout bon? Et bien vous allez voir, le mutex, la queue de message, les outils qu'on fait après, c'est exactement la même idée. Donc je laisse partir avec ça.